Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. La semaine dernière, les principaux acteurs de l'énergie se sont réunis au Sénat autour d'un sujet. Quelle sera la politique énergétique de la France pour les 10 prochaines années? Une question cruciale à laquelle doit répondre la future programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. La présentation de ce document qui détermine les grandes orientations stratégiques se fait d'ailleurs attendre. Elle était prévue pour la fin octobre. Elle ne devrait pas intervenir avant la mi-novembre finalement. Les sénateurs l'attendent avec impatience. Le président de la commission de l'aménagement du territoire, Hervé Moret, a l'espoir que le mix énergétique fixé sera crédible et réaliste, ce sont ses mots, lui pour qui les objectifs de la loi pour la transition énergétique de 2015, ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% horizon 2025, eh bien pour lui tout cela était simplement intenable. Vous allez voir que certains acteurs de l'énergie restent néanmoins très ambitieux. On peut doubler la part des énergies renouvelables d'ici 2030-2035, juge l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, adossée au ministère de la Transition écologique. Alors, quelle énergie consommerons-nous demain? Début de réponse avec cette table ronde qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Nous nous réunissons ce matin en commun pour échanger sur un sujet majeur et d'actualité qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie, je vous le rappelle, elle est prévue par la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a été promulguée en 2015. Et cette PPE, elle vient remplacer la programmation pluriannuelle des investissements qui existait au préalable. La PPE est un document qui doit fixer les grandes orientations de la politique énergétique du gouvernement pour les 10 années à venir et plus précisément définir la trajectoire d'évolution de l'offre d'énergie, préciser les objectifs en matière de maîtrise de la consommation d'énergie, d'évolution des réseaux et de sécurité de l'approvisionnement énergétique. C'est le principal outil de pilotage de la transition énergétique qui, articulé avec la stratégie nationale bas carbone, doit permettre à la France de respecter les engagements qui sont les siens en matière de réduction des gaz à effet de serre. La PPE est un décret. Certains d'entre nous, et j'en fais partie, regrettons d'ailleurs que ce soit un décret et non pas une loi. Mais c'est un décret qui, comme tout décret, naturellement, doit être compatible avec les objectifs fixés par le législateur, notamment dans la loi de transition énergétique dont je parlais il y a quelques instants. Et ces objectifs qui ont été inscrits dans la loi de 2015 prévoyaient, entre autres, de réduire la consommation énergétique finale à 20% en 2030, de porter la part des énergies renouvelables à 23% en 2020 et de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. Si j'ai dit prévoyer, c'est bien sûr parce qu'un certain nombre de ces objectifs sont déjà caducs. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé, comme un certain nombre d'entre nous l'avions dit d'ailleurs à l'époque, que l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire n'était pas tenable à horizon 2025 et donc que cet objectif serait décalé. On ne sait pas encore à quand, même si on parle aujourd'hui de 2035. Par ailleurs, il est très probable que l'objectif de 23% d'énergie renouvelable à l'échéance de 2020 ne sera pas tenu, même si on observe une accélération des capacités de production en la matière. Je rappellerai également que la première PPE a été publiée en octobre 2016 pour une période transitoire allant jusqu'en 2018 et une deuxième période 2019-2023. Donc conformément à la loi, la nouvelle PPE doit être adoptée d'ici la fin de l'année, ou je devrais peut-être dire devrait être adoptée, puisqu'aux dernières nouvelles, on nous annonce encore des décalages par rapport à ce calendrier. J'espère qu'il sera quand même respecté par rapport à cette échéance de la fin de l'année, puisque cette PPE, elle doit couvrir deux périodes, la période 2018-2023 et la période 2024-2029. Nous espérons tous que cette fois, les objectifs fixés quant à l'évolution du mix énergétique seront crédibles et réalistes, puisqu'on sait très bien que si on fixe des objectifs qui sont ni crédibles ni réalistes, ils ne sont pas tenus, la preuve en est.
et qu'ensuite c'est tout le discours, toute la politique en matière énergétique qui devient totalement inaudible et peu crédible. Donc un débat public s'est tenu du 19 mars au 30 juin sous l'égide de la Commission nationale du débat public, nous en reparlerons tout à l'heure, et comme je l'indiquais, le projet de PPE devrait être ou devait être annoncé d'ici la fin du mois, mais je crois qu'on aura des annonces du gouvernement prochainement à ce sujet. Voilà ce que je voulais dire avant de laisser la parole à Madame Lamure, qui préside aujourd'hui au nom de la Commission des affaires économiques. Bien, merci mes chers collègues, messieurs, bonjour à tous. Si vous permettez, je voudrais d'abord excuser Sophie Primas qui est retenue ce matin et que donc je représente au titre de la Commission des affaires économiques. Alors, le président Maurey a bien rappelé le contexte et avant de nous projeter plus particulièrement sur la prochaine PPE, je voudrais rappeler simplement que les premiers chiffres dont nous disposons pour évaluer les effets de l'actuelle PPE et les choix qui ont été faits en 2015, eh bien, ne sont guère rassurants. Et ils attestent pour une bonne part de la justesse des positions qui avaient été défendues à l'époque par le Sénat. D'abord, une consommation d'énergie qui repart à la hausse, alors qu'on cherche plutôt à la réduire. Ensuite, un taux d'indépendance énergétique qui baisse. Une facture énergétique qui rebondit, des émissions du secteur énergétique qui augmentent. Donc ce sont trois phénomènes qui sont liés à la moindre disponibilité de nos centrales nucléaires, qui nous donnent en quelque sorte un avant-goût des effets d'une réduction trop brutale de la part du nucléaire, ce que le gouvernement d'ailleurs, vous avez pu noter, a fini par reconnaître. C'est encore, et malgré les subventions et des investissements considérables, une progression des énergies renouvelables qui sera probablement insuffisante pour atteindre l'objectif des 23% en 2020, comme l'a dit le président Maurey. Donc à ce stade, il nous a paru intéressant d'entendre les principaux acteurs concernés par ce document et qui ont été associés à son élaboration. Donc je remercie pour leur présence Monsieur Jacques Archimbaud, président de la commission particulière du débat public sur la PPE, Monsieur Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'ADEME, Monsieur Marc Bussiera, directeur stratégie du groupe EDF, Monsieur Jean-Baptiste Séjourné, directeur régulation d'Engie, et enfin Monsieur Jean-Louis Ball, président du syndicat des énergies renouvelables. Donc, si vous voulez bien, nous allons vous laisser la parole pour un propos liminaire, chacun d'entre vous, et à l'issue de vos interventions, eh bien, nous proposerons à nos collègues de poser toutes les questions. C'est Monsieur Archimbaud qui commence. Je me permets juste d'ajouter qu'on souhaite vraiment des interventions liminaires brèves, que l'on a demandé qu'elles n'excèdent pas 4 minutes. Vous pouvez rester. Non. Et comme vous mettez où vous voulez, c'est à votre convenance. Voilà. Et Madame Lamure a souhaité que ce soit moi qui remplisse le rôle du méchant, ce que je fais en général assez bien, beaucoup mieux qu'elle, qui est beaucoup plus sympathique que moi, comme chacun sait. Donc je serai obligé de vous rappeler, voilà, mettre des horloges, tout à fait. Voilà, à vous, Monsieur Archimbaud. Sénateur, le débat public s'est déroulé de mars à juin de cette année. Il a pris les formes traditionnelles, il a connu un certain succès. Un débat en ligne avec 50 000 participants, 90 réunions publiques, 12 000 questionnaires remplis, 400 citoyens invités à l'Assemblée nationale à participer à un débat sur le sujet. J'irai donc assez directement au but et indiquerai les éléments qui ressortent de ce débat, à la fois au plan de la gouvernance d'ensemble des politiques énergétiques et sur le fond des politiques elles-mêmes. D'abord sur la gouvernance d'ensemble. Le sentiment, vous l'avez dit, Madame la Présidente, que la France a pris du retard est assez largement partagé, qu'elle doit accélérer ses efforts. Je n'y reviendrai pas. L'appréciation des participants du débat public sur les politiques publiques, c'est qu'elles sont peu lisibles, c'est qu'elles manquent de cohérence entre les ministères, aussi entre les différents niveaux de décision. Et considère aussi qu'une meilleure coordination des politiques européennes serait souhaitable, en tout cas une meilleure visibilité de cette coordination. Il regrette également l'absence d'indicateurs consensuels, sinon consensuels du moins partagés, concernant l'évolution des scénarios de consommation, le niveau d'exportation ou d'importation d'énergie, le coût des énergies et l'emploi. Le public manifeste un attachement assez fort à deux principes de base de la politique énergétique qu'on continue depuis longtemps dans ce pays, à savoir l'indépendance énergétique et une énergie à coût maîtrisé. Il considère
ça c'est très important dans le contexte des discussions budgétaires actuelles, que les efforts aujourd'hui sont assez inéquitablement répartis et qu'ils pèsent davantage sur les catégories populaires, sur les locataires par exemple aussi, qui ont en outre moins accès que d'autres, même si les efforts sont faits, aux aides en faveur de la transition énergétique. L'introduction de la concurrence ne semble pas non plus, aux yeux du public, avoir produit les bénéfices attendus, ni en matière de prix, ni en matière de qualité de service, ni en matière d'accélération de la transition énergétique. Et le débat insiste beaucoup sur une meilleure information et sur une meilleure protection du consommateur. Enfin, pour être efficace, une politique énergétique meilleure ou améliorée devrait associer davantage les citoyens et les territoires. Alors sur le fond des politiques elles-mêmes cette fois-ci, je crois qu'il y a eu un progrès très net qu'on constate dans le débat public sur la priorité absolue que constitue la lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Et globalement, une majorité de participants estiment que la PPE à venir devrait respecter dans ses principes l'équilibre global prévu par la loi de transition énergétique de 2015. La réduction des consommations d'énergie devrait être prioritaire, notamment en matière de bâtiments et de mobilité, qui seront sans doute un élément important de la discussion, et que l'offre énergétique à venir en matière de chauffage et de transport devrait s'adapter à la ressource des territoires et à la diversité des usages. Et la biomasse et le biogaz devraient notamment y trouver leur place. Le public a manifesté au passage un intérêt très fort sur les questions d'innovation en matière de stockage et en matière d'hydrogène. Alors, autre observation très, très forte qui va dans le sens du respect de cet équilibre, le report d'un certain nombre d'usages des fossiles vers d'autres énergies, qui est nécessaire, qui est considéré comme positif et qui est considéré comme inévitable, ne devrait cependant pas aboutir à une explosion des consommations électriques. L'augmentation souhaitée, enfin visée, l'objectif d'augmentation de la part des énergies renouvelables est largement soutenu. Quant à la réduction de la part à 50% du nucléaire dans la production électrique, elle devrait être maintenue. Et pour tenir cet objectif, le grand public paraît attaché à des dates plus rapprochées que ne l'indiquent en général les professionnels du secteur. Et une annonce concernant un prolongement et a fortiori un renouvellement de tout ou partie du parc sans annonce préalable d'ici la fin du quinquennat de fermeture de réacteurs autres que ceux de Fessenheim serait perçu comme un élément qui déséquilibrerait ce compromis. Enfin, le développement des énergies renouvelables est largement et globalement approuvé et soumis de la part du public à de fortes exigences critiques dont les professionnels du secteur sont invités à prendre conscience. Critiques ou exigences quant à leurs impacts environnementaux, quant à leurs impacts locaux et globaux, quant à la répercussion sur la baisse de leurs coûts et sur le soutien public, et quant aux conditions et la transparence des décisions d'implantation locale. Donc je vais vous présenter la position de l'ADEME sur cette PPE et les orientations qu'elle peut avoir. Position que nous fondons sur, d'une part, nos travaux d'expertise et de prospective que nous avons pu réaliser ces dernières années, mais aussi et peut-être surtout sur les retours d'expérience accumulés dans les travaux accompagnés des collectivités, mais aussi des entreprises sur l'innovation qui nous permet d'avoir une vision nous pensons assez générale des enjeux de la transition écologique et énergétique. Dans notre position, le premier point qui nous paraît fondamental, c'est qu'on ne peut pas faire une transition énergétique qui respecte nos objectifs climatiques sans réduire drastiquement nos consommations d'énergie. C'est-à-dire qu'avant de s'intéresser à l'offre d'énergie, il faut s'intéresser à la consommation d'énergie. Où est-ce que nous consommons cette énergie et comment nous les consommons ? Il y a deux grands secteurs qui représentent la grande majorité de nos consommations. C'est d'abord le résidentiel et le tertiaire pour près de la moitié des consommations d'énergie et ensuite les transports pour un gros tiers. Il faut absolument agir sur ces deux secteurs. Il faut agir résolument sur l'habitat et le tertiaire en rénovant le parc et en ayant des normes bien plus progressistes sur les bâtiments neufs. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra réduire d'au moins 30% la consommation de ce secteur. Sur la mobilité, jusqu'à présent, on avait très peu de leviers pour agir sur les consommations. Aujourd'hui, des nouvelles perspectives s'ouvrent. D'une part, parce qu'on peut jouer sur la demande de mobilité, avec le télétravail par exemple, en luttant contre l'étalement urbain, en développant les circuits courts. On peut aussi jouer sur les modes d'utilisation des transports, passer du véhicule individuel au véhicule serviciel, développer les transports en commun, et enfin, développer de nouvelles motorisations, comme les véhicules électriques ou au gaz. Avec tout ça, on peut diminuer de près de la moitié les consommations dans le secteur des transports. C'est les deux leviers majeurs
pour pouvoir atteindre ces baisses de consommation. Dans l'état actuel des technologies, on voit que ces conséquences sur l'évolution des consommations se traduiraient par une baisse de l'ensemble des vecteurs énergétiques, que ce soit l'électricité ou le gaz. Donc je confirme ce que dit M. Archimbon, on ne voit pas d'explosion de la demande d'électricité. En revanche, la part de l'électricité viendrait à augmenter, passant de 25% aujourd'hui à 30%, et la part du gaz viendrait, elle, à diminuer légèrement en s'orientant de plus en plus sur le secteur des transports. Pour satisfaire cette demande d'énergie, les énergies renouvelables constituent un formidable potentiel qui peut se développer massivement, et quand on se projette à plus long terme que la PPE, donc jusqu'à l'horizon 2050, nous avons réalisé des études qui montrent qu'on peut imaginer avoir une France alimentée quasi totalement par des énergies renouvelables. À l'horizon 2030, on n'avait bien sûr pas là. On peut doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 16% à 32% à l'horizon 2030-2035, en développant d'abord dans le secteur de la chaleur. La chaleur, rappelons-le, c'est la moitié de l'énergie qu'on consomme en France. Et donc là, la biomasse, c'est bien sûr le principal vecteur qui peut permettre de satisfaire cette demande. Mais il y a aussi la géothermie, le solaire thermique, les pompes à chaleur qui peuvent y contribuer. Ensuite, dans l'électricité, l'éolien et le solaire sont des filières qui sont matures en termes de coûts et donc compétitives. Et enfin, dans le secteur du gaz, le biogaz peut prendre une place importante pour répondre à la demande, alors qu'il part de vraiment une portion congrue aujourd'hui. L'image que dessine cette transition, d'un côté avec la baisse des consommations, de l'autre côté avec le développement des énergies renouvelables, a des impacts socio-économiques extrêmement bénéfiques pour la France. D'abord, du point de vue de l'emploi. C'est le développement d'emplois non délocalisables, avec des emplois dans la rénovation énergétique, des emplois sur les ENR qui sont situés dans les territoires. Et nos études économiques montrent qu'on peut avoir 350 000 emplois supplémentaires liés à cette trajectoire à l'horizon 2035. Mais c'est aussi la relocalisation dans les territoires des activités. Les énergies produites dans les territoires, consommées dans les territoires, permettent de reprendre la main, que les territoires aient des politiques énergétiques qui deviennent un levier sur leur stratégie de développement. C'est aussi un moyen de réimpliquer les citoyens avec, par exemple, l'implication dans la rénovation des logements, l'implication dans la participation à des projets énergie renouvelable citoyenne. Et tout ça permet de dessiner un avenir d'une énergie à la fois efficace, avec un gain en confort, parce qu'on va arrêter les gaspillages, avec un gain économique, puisque le revenu des ménages disponible va augmenter grâce aux baisses de consommation d'énergie, et avec une activité industrielle capable de s'exporter aussi. Merci. Merci. Alors, Monsieur Marc Bussiras, si vous voulez bien prendre la suite. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci de donner cette parole. Sur notre expression dans le cahier d'acteurs, c'est celle d'un industriel qui est engagé dans la transition énergétique. La programmation n'est pas de notre responsabilité. On a affirmé quelques convictions. Et la première, je rejoins les deux interventions précédentes, c'est que l'ambition de neutralité carbone du plan climat 2050 est exigeante et qu'il va falloir aller chercher tous les leviers de décarbonation. Il n'y a pas une solution. Donc, il faut de l'électricité décarbonée, il faut du biogaz, de la biomasse, il faut de la géothermie, il faut récupérer l'énergie des déchets, il faut jouer sur tous les leviers disponibles en veillant à mesurer leur efficacité économique. L'enjeu derrière, c'est évidemment le pouvoir d'achat des ménages, la compétitivité des entreprises. Donc, c'est une partie serrée qui s'annonce et cette trajectoire économique est fondamentale. Dans cette trajectoire, ça vient d'être dit, l'électricité aura un rôle de plus en plus présent. Aujourd'hui, elle ne fait effectivement qu'un quart des consommations d'énergie finale. Elle focalise beaucoup de débats, mais elle est très minoritaire dans le système énergétique du pays. Elle prendra un rôle de plus en plus important parce que très souvent, les solutions de substitution des fossiles vers l'électricité apporte à la fois baisse des consommations d'énergie et décarbonation. On sait déjà la décarboner, on l'a prouvé. Vous passez d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, vous faites plonger la consommation d'énergie et vous avez un système quasiment décarboné. Même chose lorsque vous passez d'une chaudière pour chauffer un logement à une pompe à chaleur. Donc ces usages d'électricité ont vocation à être de plus en plus présents dans ce paysage énergétique. Ce qui fait que, là aussi cela a été dit, nous projetons dans nos différents scénarios une légère hausse des consommations d'électricité entre 0 et 1% par an sur le long terme. Donc on va savoir alimenter des millions de véhicules électriques, des millions de pompes à chaleur
sans avoir à redimensionner le système électrique, sans avoir à défoncer les trottoirs des villes pour multiplier les réseaux. C'est bien un système électrique globalement comparable à celui qu'il est aujourd'hui dans sa taille. Donc il n'y a pas d'enjeu particulier majeur de ce côté-là. Un petit mot sur ce système électrique, donc qui focalise beaucoup de débats sur cette production d'électricité décarbonée. Donc elle est déjà très fortement décarbonée. Ça, c'est vraiment un atout qui permet d'aller vite sur ces substitutions et d'avoir donc un effet positif. Évidemment, il y aura de plus en plus de renouvelables. On va vers plus de renouvelables, moins de nucléaire dans le système électrique français. Et EDF est dans cette logique et prendra sa place et fait ce qu'il faut pour prendre sa place dans ce paysage. Notre plan solaire, notre plan stockage, ce qu'on cherche à déployer sur l'éolien offshore, on pousse sur ces renouvelables. On pousse vigoureusement et nous allons pousser de plus en plus fort sur le développement de ces renouvelables. Donc, premier point. Un point important, il n'y a pas aux horizons de la PPE d'effet d'éviction entre renouvelables et nucléaire. Au sens où, dans toutes nos simulations, quels que soient les scénarios de développement des renouvelables, ils sont compatibles avec la production nucléaire. Cette énergie décarbonée trouve sa place sur le marché européen de l'électricité. D'où nos raisonnements d'industriels qui sont des perspectives de fermeture des centrales qui sont liées à leur potentiel d'exploitation, avec des fermetures que nous avons projetées sur des échéances à 50 ans et à 60 ans. Donc, ceci pour le parc nucléaire existant. Évidemment, une fois de plus, c'est une vision d'industriel, c'est pas une programmation. Un mot sur le long terme, 2050. Alors là, ma vision est un peu différente de celle de mon voisin. Aujourd'hui, je ne vois pas la viabilité d'un système 100% renouvelable 2050, ni technique ni économique. Donc, concernant le système électrique, nous nous projetons toujours sur un système renouvelable et nucléaire, ce qui suppose que nous préparions pour de telles échéances un nucléaire nouveau. D'où nos projets de nouveaux réacteurs sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie. Maintenant, la parole est à Monsieur Jean-Baptiste Séjourné pour Engie. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Donc Engie est engagé en tant qu'industriel dans cette transition énergétique pour aller vers un monde à la fois décarboné mais aussi décentralisé et digitalisé. Nous œuvrons vers nos objectifs de production d'électricité bas carbone, notamment à partir des énergies renouvelables, des infrastructures énergétiques et en offrant des solutions performantes à l'ensemble de nos clients. Alors, je pense que dans beaucoup de points de convergence avec ce qui a été dit précédemment, je voudrais réinsister peut-être sur quelques points un peu de convergence et spécifiques les plus forts. D'abord, nous croyons à la complémentarité des énergies, ce qui a déjà été dit. Nous pensons que nous devons avancer en jouant au mieux de la complémentarité entre l'électricité, le gaz et la chaleur, avec des énergies qui vont être de plus en plus décarbonées et verdies. Deuxième élément qui n'a pas été cité, nous croyons que nous pouvons simultanément aussi favoriser l'émergence de filières industrielles. Nous sommes dans une pleine transformation avec beaucoup d'innovation et donc il y a à mieux articuler la dimension de politique industrielle avec les politiques énergétiques. Nous pensons également que nous devons progresser de manière pragmatique, en gardant au maximum les options ouvertes face aux progrès technologiques qui vont intervenir au cours de la période et dont certains sont assez peu prévisibles. Nous devons avancer pas à pas en prenant d'abord au quotidien, jour après jour, les actions qui sont réellement profitables en termes d'économie d'énergie et de diminution du CO2. Et nous souhaitons que émergent des business models nouveaux qui permettent, dans une logique de marché basée sur une base coût-efficacité, de développer de nouvelles solutions. Donc sur les points un peu spécifiques sur lesquels je voudrais insister, alors bien sûr nous partageons complètement l'idée que la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas et à ce titre nous pensons que les outils doivent être de la politique d'efficacité énergétique doivent être revisités. Je pense au certificat d'économie d'énergie, je pense en s'appuyant davantage sur les contrats de performance énergétique.
Dans le domaine des ENR, et je suis certain que Jean-Louis Bal, dans quelques instants, le développera, mais nous souhaitons que les objectifs clairs et ambitieux pour l'ensemble des filières énergies renouvelables, qu'on parle de l'électricité, du gaz et de la chaleur, soient déclinés en cohérence avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte. En particulier, nous pensons que l'objectif en matière de gaz vert, de biométhane, doit être confirmé. Nous pensons également que le fonds chaleur doit effectivement être doublé avec une planification sur les 5 ans. Point également important, l'innovation a une place significative dans cette PPE et nous pensons qu'il serait souhaitable que ces préoccupations nouvelles, je pense à l'hydrogène, à l'autoconsommation, au stockage de l'énergie, on se fixe un premier jalon pour voir finalement dans cet horizon de temps de 10 ans vers quel objectif on chemine. Dernier point. La sécurité d'approvisionnement, en complément des 2 grandes préoccupations que sont la décarbonation et la maîtrise de la facture, du pouvoir d'achat des Français et de la compétitivité des entreprises, la sécurité d'approvisionnement doit rester au centre de cette PPE. Et donc, les infrastructures, quelles qu'elles soient, gazières notamment, mais pas seulement, sont des actifs et des atouts indispensables. Il est important de conserver ces actifs. Je pense en particulier au stockage de gaz, où le périmètre devrait être confirmé sur cette PPE ou sur des actifs sur lesquels des investissements ont été faits récemment. Je pense au cycle combiné à gaz qui joue un rôle fort utile en matière de sécurité d'approvisionnement dans certaines situations de disponibilité moindre du parc nucléaire. Merci. Merci beaucoup. Et donc maintenant, Monsieur Jean-Louis Bal, vous avez la parole pour le dernier orateur. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais vous apporter donc la vision que le syndicat des énergies renouvelables a sur cette PPE, qui doit, comme l'a souligné Jean-Baptiste Séjourné, avoir des objectifs qui sont cohérents avec ceux de la loi de transition énergétique. Et je rappelle que c'est donc d'atteindre 32% d'énergie renouvelable en 2030 contre les 16% que nous avons aujourd'hui. Et ces objectifs sont donc déclinés pour les différents secteurs de l'énergie, donc chaleur, électricité, transport et gaz. Pour nous, cette PPE doit apporter aux acteurs économiques la lisibilité qui est nécessaire afin d'encourager les investissements. Elle doit aussi identifier les mesures d'accompagnement qui sont nécessaires pour un déploiement accru des énergies renouvelables dans les territoires. Et elle doit aussi identifier les outils de suivi du développement des capacités d'énergie renouvelable. Il ne faut pas qu'on attende 2028 pour signaler qu'on n'est pas en phase avec les objectifs. Donc il faut avoir des outils de suivi. Le premier enjeu de la PPE, c'est celui de la chaleur. Fabrice Boissier l'a rappelé. La production de chaleur, c'est la moitié de notre consommation d'énergie et elle pèse très lourd sur nos émissions de CO2 et sur notre balance commerciale. On a des objectifs ambitieux sur la chaleur. Pour les atteindre, la première chose à faire, c'est de doubler le fonds chaleur au sein de l'ADEME. Donc nous attendons de la PPE qu'elle décline une trajectoire du fonds chaleur à l'horizon donc de 2024. Elle doit aussi décliner et confirmer donc la trajectoire de la contribution climat-énergie, qui est un outil essentiel pour diminuer le différentiel de compétitivité entre les renouvelables et les fossiles. Et de même, elle doit, au niveau de l'habitat individuel, bien identifier les moyens de soutien public et donc en particulier le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Dans le secteur de l'électricité, nous avons constaté ces dernières années des baisses spectaculaires des coûts qui sont donc le fruit de l'action conjointe pouvoir public et acteurs privés. Le solaire photovoltaïque, l'éolien terrestre et bientôt l'éolien en mer nous permettent d'atteindre des coûts de l'ordre de 60 € du mégawattheure, c'est-à-dire, c'est à peu près aujourd'hui les coûts du marché de l'électricité. L'éolien flottant devrait sans tarder, à condition qu'il y ait également donc des objectifs ambitieux sur cette technologie, devrait rejoindre cette zone de prix. Dans le secteur des transports,
Nous avons aujourd'hui donc 8,5% des besoins énergétiques qui sont couverts par les énergies renouvelables et en particulier les biocarburants de première génération, dont je rappelle qu'ils sont essentiellement produits à partir de l'agriculture française. Pour augmenter cette part dans les transports, il faudra effectivement compter sur d'autres vecteurs comme le gaz vert, comme l'électricité, donc la mobilité électrique et les carburants de seconde génération. Et enfin, dans le secteur du gaz, du biométhane, donc nous avons aujourd'hui à peu près 1 TWh qui est produit à partir de gaz renouvelable et on doit atteindre 10% au moins en 2030. Et pour cela, donc, il faut que la PPE confirme bien à minima l'objectif de la loi. Et finalement, donc, je voudrais rappeler que les énergies renouvelables, c'est aussi d'autres politiques, ça rejoint d'autres politiques, et en premier lieu, la politique industrielle. Les 6 parcs éoliens offshore donc, qui ont été renégociés durant le premier semestre, qui sont maintenant confirmés, donc, vont générer 15 000 emplois supplémentaires. Et donc, nous avons l'opportunité, avec l'éolien posé comme avec l'éolien flottant, de développer une industrie exportatrice, ce qu'elle fait déjà. C'est également le cas sur la méthanisation, où on a l'opportunité, puisqu'on démarre de pas grand-chose, l'opportunité de créer une vraie filière industrielle. Et donc, pour terminer, donc la PPE, c'est l'occasion donc de mettre en place d'autres politiques publiques, soutien à l'agriculture avec les biocarburants et la méthanisation, aménagement du territoire, politique forestière avec l'utilisation du bois énergie et donc, comme je l'ai dit, une politique industrielle avec notamment donc l'éolien, mais également les autres filières, pourquoi pas la méthanisation, le solaire photovoltaïque par exemple. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour vos interventions. Nous allons maintenant passer la parole à nos collègues. Si vous voulez bien, on commencera par Daniel Gremillet pour la Commission des affaires économiques. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Je voudrais saluer nos 5 intervenants et chers collègues. Vos propos confirment notre ambition qui était celle de dire que ce débat sur la PPE méritait mieux qu'un décret, mais méritait effectivement un vote au niveau du Parlement. Je renforce le propos du Président à l'instant et de notre Présidente. C'est absolument stratégique. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un impact financier énorme. Et la deuxième raison, ce qui est aussi une question, c'est qu'à travers cette PPE, c'est peut-être un débat au Parlement permettrait peut-être plus facilement l'acceptabilité sociétale sur les choix stratégiques de la France. Sur le nucléaire, la précédente PPE, il y avait 4 pages sur 598 pages. Et renvoyait toute décision autre que la fermeture de Fessenheim à l'après 2019. 2019, c'est dans quelques semaines. Donc, estimez-vous que la nouvelle PPE devra impérativement comporter un vrai volet nucléaire, avec des décisions à la fois en matière de fermeture, de prolongation et de renouvellement du parc, pour donner une visibilité suffisante aux investisseurs et aux exploitants. Le ministre de Rugy a récemment émis le souhait de découpler la fermeture de Fessenheim et la mise en service de l'EPR de Flamanville. L'un et l'autre sont pourtant juridiquement liés par le plafonnement de la capacité de production prévue par la loi, même si aucune centrale n'est nommément citée. Je poserai la question à M. Busserias. Pourriez-vous nous dire si EDF est prêt à fermer Fessenheim avant la mise en service de l'EPR, sans que la loi ne l'y oblige? Pour aboutir à un nucléaire durable qui recyclerait la totalité de ses déchets, la PPE ne devrait-elle pas comporter aussi des engagements forts en matière de recherche sur les réacteurs de 4e génération? Nos concitoyens souhaitent de plus en plus consommer l'électricité qu'ils produisent eux-mêmes, mais cette demande d'autoconsommation ne risque-t-elle pas de remettre en cause, à terme, la solidarité entre les territoires qui s'exerce au travers du modèle français de distribution publique et de péréquation tarifaire?
Au-delà même de la question de principe, ne faudrait-il pas expliquer que la préservation d'un réseau national, au financement duquel chacun contribue, cela assure à la fois notre sécurité d'approvisionnement collective, mais aussi l'optimisation de la production d'électricité verte, car le réseau permet de profiter du foisonnement des sources sur tout le territoire. Cette dérive individualisme m'inquiète, quelque part nous inquiète. Enfin, je voudrais aborder la question de l'évolution de la fiscalité dite verte, qui en réalité n'est là que pour alimenter le budget de la nation et qui n'apporte aucune réponse et de soutien significatif, tant au niveau des investissements sur la mobilité, tant donc l'insupportabilité pour les familles de pouvoir y faire face. Et aujourd'hui, on est confronté, quand on voit l'impact pour les femmes et les hommes qui ont besoin du véhicule pour se déplacer ou pour les entreprises. Deuxième sujet, le sujet de la rénovation énergétique et l'incapacité des familles à y faire face par rapport aux moyens que cela représente. Et enfin, la recherche et l'innovation. Donc, d'où la question, ne serait-il pas plus judicieux que cette fiscalité soit exclusivement dédiée à ces 3 points que je viens de citer? Merci beaucoup. On va donc, comme l'a dit Mme Lamure, alterner en donnant la parole à des membres des 2 commissions. Donc, pour la commission aménagement du territoire et développement durable, Monsieur Priou, pour 2 minutes. On va limiter. On a été un petit peu plus indulgent pour le président du groupe d'études énergie, ce qui est normal. Pour les autres sénateurs, on va aller à 2 minutes. Et je tiens quand même à souligner que les intervenants ont respecté la consigne des 4 minutes, presque tous, donc je les en remercie. Monsieur Priou. Merci, Monsieur le Président. Relayer l'appel de 4 régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Bretagne et Pays de la Loire, qui, dans un communiqué du début octobre, demandaient à l'État de prévoir une PPE ambitieuse à la hauteur des engagements qui ont été pris pour la protection du climat et de l'enjeu industriel des énergies marines. Cela doit passer par le lancement d'appels d'offres d'éolien offshore flottants concomitants et équilibrés sur nos façades, Atlantique et Méditerranée. Les régions sont prêtes. On demande de ne pas manquer le rendez-vous, sachant que même si M. Bas est intervenu, sur l'éolien, on a dansé un peu une danse bretonne, la gavotte, un pas en avant, un pas en arrière, puisque sur le posé, les premiers appels d'offres ont été lancés en 2012 et 2014 et n'ont pas abouti, donc ça demandera une bonne dizaine d'années. Et on sait d'ailleurs, ce qui est à l'origine d'une économie de plusieurs milliards, que les prix ont été renégociés. Et puis ne pas oublier, dans la région ouest dans laquelle je suis élu, les problèmes d'approvisionnement en énergie. On en produit peu, donc on importe entre guillemets d'autres régions. Et parfois on importe l'hiver, par exemple d'Allemagne. Alors on va fermer des centrales thermiques. On était la semaine dernière autour du ministre d'État pour l'avenir de la centrale de Cordemais. Rappelant d'ailleurs qu'à quelques mois des élections européennes, l'Europe s'était fondée sur l'énergie, c'était l'acier et le charbon, et qu'aujourd'hui, effectivement, c'est dommageable que certains pays relancent les énergies fossiles, alors que nous allons vers certainement une production plus vertueuse. En parlant de Cordemais, j'ai entendu des discours optimistes, 15 000 emplois de créés sur l'éolien en mer, 350 000 sur les économies d'énergie. Ce serait bon que vous puissiez rencontrer les 1500 personnes qui travaillent autour de Cordemais, avec une possibilité de reconversion sur un concept éco-combuste, qui est l'utilisation des déchets verts, parce que les salariés qui se sont mis d'accord d'ailleurs avec EDF, la direction, ont développé aussi quelque chose d'extrêmement intéressant et qui devrait mériter d'être jusqu'au bout. En ce qui concerne M. Boissier de l'ADEME, ce serait souhaitable aussi qu'on rencontre nos concitoyens en ce moment qui sont sensibles au pouvoir d'achat, parce que quand on leur dit si vous payez trop cher de gasoil, changez de véhicule, si vous payez trop cher de fioul, faites de l'isolation, comme ça a été dit par l'orateur précédent. Souvent les gens nous disent, d'abord, crédit d'impôt, on n'en paye pas ou peu, et on n'a pas les premiers euros pour investir. Ce qui me fait dire d'ailleurs qu'au niveau programmatique, on est passé quand même en quelques décennies du tout nucléaire au tout photovoltaïque, où il y avait un effet d'aubaine financier avant tout, aujourd'hui au tout éolien, et je pense que ça manque beaucoup de pragmatisme et que le bouquet énergétique est plutôt aujourd'hui un concept intellectuel qu'une réalité. Merci beaucoup. Très bien. Le prochain intervenant, la parole est à Roland Courteau. Pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Oui, si j'ai applaudi la loi de transition énergétique, j'ai malgré tout un simple regret aujourd'hui, c'est que cette loi ait confié la PPE à l'exécutif par décret, alors qu'il s'agit d'un sujet pouvant relever du Parlement. Point final pour ce sujet-là. Sur le nucléaire,
J'évite de revenir sur ce sujet puisque Daniel Grémillet l'a évoqué. Concernant les énergies renouvelables, dans l'hypothèse où une date serait enfin fixée pour une part du nucléaire ramenée à 50%, pensez-vous, Monsieur Ball, pensez-vous que les énergies renouvelables seront à même de prendre le relais et à quelles conditions? Autrement dit, quels sont les verrous à faire sauter ou les freins à lever? Par ailleurs, on a parlé de création de nouveaux emplois liés à la transition énergétique, et je suis convaincu. Mais, par voie de conséquence, d'autres filières vont s'éteindre. Ne faut-il pas d'ores et déjà prévoir d'accompagner, d'organiser une transition qui minimisera la détresse humaine? Autre sujet sur la fiscalité écologique et la taxe carbone. Elle constitue une partie de la réponse aux défis que nous avons à relever, c'est clair. À la condition toutefois que des mesures de compensation soient fléchées sur les catégories modestes, pour lesquelles la voiture est incontournable pour aller au travail, ou qui sont captives des énergies fossiles pour se chauffer. Attention à l'aggravation de la précarité, notamment avec un baril de pétrole qui est passé de 35 € à 80. J'insiste, la transition énergétique doit être socialement inclusive pour réussir. Et j'aimerais savoir si les intervenants partagent ce sentiment. Dernier point, sur les certificats d'économie d'énergie, qui constituent un pilier essentiel de l'efficacité énergétique. Ne faudrait-il pas faire en sorte que dès maintenant, et pour une meilleure visibilité, que la loi inscrive une 5e période d'obligation des certificats d'économie d'énergie jusqu'en 2030 et au-delà, pourquoi pas, jusqu'en 2050. Et ne faudrait-il pas faire en sorte de parfaire ce dispositif afin qu'il soit totalement compatible avec les engagements climatiques et donc notre stratégie bas carbone? Merci beaucoup. Monsieur Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord peut-être féliciter Monsieur Archimbaud pour la qualité du débat public et à travers vous, donc Madame Joanneau, et ce qui démontre que la motivation et la mobilisation de nos concitoyens autour de ce débat public aurait mérité donc que ce sujet soit débattu au Parlement. Je vous ai trouvé, Monsieur Ball, un peu optimiste et ma question donc repose sur le fait qu'il me semble que l'État à l'heure actuelle pourrait tenter dans la PPE de favoriser les filières en matière d'énergie renouvelable qui sont déjà matures, et ça au détriment des choix industriels. Et j'en veux pour preuve qu'il semblerait que l'appel d'offres pour Dunkerque donc abandonne l'obligation des industriels à assurer un contenu local pour la production d'équipements. Donc quid des énergies qui sont à l'heure actuelle innovantes, notamment je pense à l'appel d'offres qui a été retiré sur l'hydrolien notamment, et pensez-vous donc que ce risque est fondé? J'ai une deuxième question rapide justement sur le photovoltaïque, puisque le 11 décembre 2017, donc Jean-Bernard Lévy a lancé donc le plan de 30 gigawatts d'ici à 2035. Est-ce qu'il y a sur ce plan donc une étude d'impact justement sur la création d'une filière française en matière de photovoltaïque, que ce soit à la fois au niveau de la conception, de la construction ou comment dirais-je, du recyclage des panneaux solaires? Est-ce que EDF est préoccupé par cette question des emplois qui sont liés à la filière? Et puis enfin, dernier point, la fermeture, donc on a parlé donc des centrales à charbon, donc EDF exploite celle de Cordemais et celle du Havre. Est-ce qu'il y a une compensation financière de la part de l'État, et est-ce que cette compensation financière qui va s'appliquer également à Fessenheim, est-ce qu'elle fera jurisprudence pour la fermeture des autres tranches? On a parlé de 300 millions pour Fessenheim, donc ce qui ferait 150 millions par tranche fermée. Première chose, l'ADEME est un établissement public dépendant du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc il me paraît évident qu'on ne peut pas avoir de transition écologique sans avoir une transition solidaire et équitable. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on constate, c'est qu'on n'arrive pas à engager la transition écologique si on ne donne pas un signal prix à la pollution. Donc la taxe carbone est là pour donner ce signal prix qui permet d'orienter le comportement des acteurs. Ça ne peut marcher qu'à une seule condition, c'est qu'on donne le moyen à tous les acteurs socio-économiques, que ce soit les entreprises, les particuliers, les collectivités, de pouvoir changer leur comportement pour ne pas être assujettis à cette taxe qui augmente, mais bien pour pouvoir avoir des solutions alternatives. Ça veut dire qu'on a besoin absolument d'une politique incitative forte qui vient accompagner cette hausse progressive de la taxe carbone.
Premier enjeu, il faut de la visibilité à long terme pour que les acteurs puissent s'adapter. Donc avoir une trajectoire de l'évolution de la taxe carbone qui permette aux gens d'anticiper. Deuxième enjeu, avoir des mécanismes qui vont permettre d'accompagner les acteurs qui ont le plus du mal à changer leur comportement. Dans les entreprises, le signal prix est normalement assez efficace. Il y a un problème de concurrence internationale. Donc il faut qu'on puisse accompagner les solutions de rechange. C'est le rôle du fonds chaleur qui peut permettre de donner à une entreprise une énergie renouvelable, compétitive par rapport à ce qu'est le gaz. Sur les particuliers, c'est plus compliqué, à la fois sur le sujet de rénovation et sur les sujets de mobilité. Sur la rénovation, il y a un plan rénovation qui a été lancé par le gouvernement qui doit permettre cet accompagnement. Il est important qu'il soit doté des moyens suffisants. Quand je parle de moyens, ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est aussi le fameux service public de l'efficacité énergétique de l'habitat qui doit être mis en place, que l'ADEME accompagne, mais qui aujourd'hui n'est pas financé. On ne pourra pas avoir un accompagnement efficace de nos concitoyens s'il n'y a pas ce service public qui les informe et qui les accompagne. Et le rôle des collectivités est clé, il est fixé par la loi. Sur la mobilité, aujourd'hui, on fait face à une hausse forte des carburants. C'est tout à fait, et c'est dramatique pour certaines personnes qui sont obligées de prendre leur véhicule personnel pour aller travailler. Il faut absolument qu'on puisse apporter des solutions alternatives à ces gens-là. Les politiques nationales sont nécessaires, mais ne sont pas suffisantes parce qu'elles ne peuvent pas toucher les situations de vie de chaque concitoyen dans les territoires ruraux. Nous pensons à l'ADEME que là, les collectivités devraient pouvoir intervenir de manière adaptée et qu'il faut qu'elles aient moyens pour le faire. Nous avons... Laissez parler Monsieur Boissier. Alors, l'ADEME ne fait pas la politique fiscale du gouvernement, mais d'un point de vue technique, nous avons accompagné, nous avons lancé un appel à projet, nous avons accompagné 26 territoires ruraux sur le développement de nouveaux modes de mobilité, avec un apport d'une subvention pour mettre en place des solutions de covoiturage, des solutions de véhicules électriques, des solutions de vélos électriques aussi, qui permettent d'accompagner les collectivités sur des solutions innovantes qui sont adaptées à la situation de leur territoire. Nous pensons qu'il faut effectivement que les collectivités aient les moyens pour le faire et que ça doit être prévu dans les budgets. J'en viens maintenant au sujet sur les quelques filières ENR qui ont été citées. Sur l'éolien flottant, il y a un potentiel industriel important, mais qui pourra se faire à une seule condition, c'est que nous soyons dans le rythme du développement de cette technologie. Si nous laissons les autres pays partir avant nous, nous n'aurons pas les bénéfices en emploi. Si nous partons maintenant, nous pouvons avoir jusqu'à 20 000 emplois directs et indirects créés à l'horizon 2030. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons que des emplois importés et les quelques emplois associés à la mise en place des flotteurs. Donc il est important qu'on ait une politique sur l'éolien flottant qui nous permette de développer cette technologie assez rapidement. Sur la méthanisation, il y a un fort engouement dans les territoires ruraux et les agriculteurs. Aujourd'hui, les aides sont apportées par l'ADEME. Nos budgets ne peuvent pas permettre d'accompagner l'explosion du nombre de projets. C'est pour ça qu'il y a eu un groupe de travail l'année dernière organisé par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour trouver des nouveaux modes d'accompagnement adaptés à la généralisation. Les conclusions de ce groupe de travail doivent permettre d'accélérer le nombre de projets et d'accompagner les agriculteurs, notamment sur ces nouveaux modes de production d'énergie renouvelable. Enfin, sur l'hydroélectricité, effectivement, on ne l'a pas évoqué, c'est un contributeur essentiel. Le potentiel d'hydroélectricité est déjà largement utilisé, donc les marges de manœuvre sont assez faibles, à part pour la petite hydroélectricité où il y a des choses à faire. Effectivement, là, le rôle des collectivités est clé. Il y a aussi un rôle important, c'est qu'on peut ajouter quelques steps des stations de pompage qui permettent de stocker de l'énergie. Il y a déjà beaucoup du potentiel qui est utilisé, mais on peut rajouter 1 ou 2 gigawatts qui serait important pour accompagner le développement des énergies renouvelables. Et il faut enfin avoir une attention particulière à l'adaptation au changement climatique. Les régimes hydrauliques des fleuves vont changer, et donc il faut qu'on adapte aussi la gestion de notre hydroélectricité en conséquence. Merci beaucoup. Je crois que les réactions que votre propos a suscité montrent bien qu'au Sénat, qui est, comme vous le savez tous, la chambre des collectivités locales, la chambre qui représente les territoires, on a un vrai souci, une vraie préoccupation, c'est justement la répartition de cette taxe carbone. Et force est malheureusement de constater que pour l'instant le gouvernement reste sourd à nos demandes, mais il est évidemment pas possible et pas acceptable que l'État conserve la ressource taxe carbone
alors qu'il n'est pas le seul à agir pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc on sait bien, et vous l'avez rappelé, que les collectivités locales ont un rôle essentiel et primordial à jouer, mais qu'elles ne peuvent pas le faire sans avoir une part de cette taxe carbone. En clair, l'État ne peut pas dire on répartit les responsabilités, mais on garde le pognon, pour paraphraser quelqu'un qui aime à utiliser cette expression. Voilà. Monsieur Ball. Effectivement, 15 milliards, c'est un pognon de dingue. Monsieur Ball. Oui, merci. Je vais essayer de répondre à quelques remarques qui ont été faites sur les énergies renouvelables, mais auparavant, je voudrais abonder dans votre sens sur le rôle des collectivités qui sera tout à fait essentiel pour mettre en œuvre la transition énergétique et donc notamment le développement des énergies renouvelables qui sont forcément des projets de territoire. Si les collectivités n'ont pas les moyens qui correspondent aux responsabilités qui leur sont données dans la loi de transition énergétique, je pense qu'on ne pourra pas beaucoup avancer. Et d'ailleurs, c'est une des réponses à la question de Monsieur Courteau. Comment faire pour avancer plus rapidement sur les énergies renouvelables si on n'implique pas plus les collectivités, on ne progressera pas suffisamment vite pour atteindre les objectifs. Je ne sais plus, c'est M. Houlgate qui m'a dit que j'étais un peu optimiste. Je ne suis pas optimiste du tout. Je n'ai peut-être pas dit assez clairement dans les 4 minutes qui m'étaient accordées, mais la PPE qui est en préparation, nous craignons très fort qu'elle ne donne pas lieu justement à l'éclosion d'une politique industrielle. Et notamment, je pensais à la place qu'occupera l'éolien flottant, mais aussi l'éolien posé dans cette PPE. Les premiers appels d'offres, les 6 premiers, ont permis ou permettront le développement de cette filière industrielle. Et il est évident qu'il faut de la continuité, il faut des programmes suffisamment ambitieux sur l'éolien posé, mais aussi sur l'éolien flottant, comme l'a souligné Fabrice Boissier. Je n'ai pas non plus mentionné l'hydroélectricité dans mes 4 minutes, mais nous avons organisé la semaine dernière un colloque sur l'hydroélectricité. Pour nous, c'est une énergie qui est tout à fait essentielle, notamment pour l'équilibre du système électrique. Vous l'avez souligné, donc l'hydroélectricité apporte une flexibilité qu'aucune autre source d'énergie ne peut apporter au système électrique. Et donc, il faut éviter sur cette filière ce que M. Duplon a qualifié de dogmatisme écologique. Effectivement, il faut arrêter de plomber cette filière qui est tout à fait essentielle. Concernant la méthanisation, la méthanisation doit effectivement être adossée au monde agricole, mais pas uniquement. Les déchets organiques, il n'y a pas que ceux du monde agricole. Et donc il ne faut pas opposer la méthanisation industrielle et la méthanisation du monde agricole. Et il faudra aussi, et c'est un des souhaits que nous avons exprimés donc, dans notre contribution à la PPE, éviter le syndrome photovoltaïque et d'avoir une diminution trop rapide des tarifs d'achat à l'injection de biogaz. Et finalement, je voulais dire un mot sur l'autoconsommation, donc pour répondre à la remarque de Daniel Grémillet. Je ne crois pas que l'autoconsommation va mettre en cause la péréquation tarifaire. Même si vous autoconsommez sur votre domicile ou sur votre entreprise, vous avez toujours besoin d'avoir le réseau électrique qui aura certes un rôle plus assurantiel et moins énergétique, mais vous aurez toujours besoin d'utiliser ce réseau. Et donc la tarification du réseau, elle, devra certainement s'adapter à l'évolution de l'autoconsommation et à la diminution des consommations d'électricité. Alors, qui poursuit dans les réponses?
Monsieur Bussiras, si vous prenez la parole, je vais, avant que vous répondiez, ajouter une petite question qui ne vous a pas été posée. C'est sur l'utilisation du MOX. Une délégation de la Commission du développement durable s'est rendue à Marcoule il y a quelques jours seulement. Il nous a été clairement indiqué que 22 des réacteurs aujourd'hui utilisaient du MOX. Est-ce que le plan de fermeture de ces réacteurs remet en question les débouchés du MOX, les débouchés quant à la réutilisation du MOX? C'est une question qui a été soulevée par l'ASN, vous le savez, sur le fait qu'il était important d'anticiper les conséquences éventuelles des fermetures sur ce MOX. Si vous pouviez répondre à cette question, je vous en serais reconnaissant. Alors, vos questions sont très riches et j'ai 4 minutes, donc je vais me risquer. Bon, je vous rajoute 20 secondes comme je vous ai rajouté une question. Merci beaucoup. Sur la question sur la visibilité que nous attendons de la BPE, nous avons contribué, nous avons fait ce que nous devions faire en termes de visibilité en explicitant ce qu'est notre plan industriel. Donc, entre guillemets, si on nous laisse faire, voilà ce que nous allons faire. Après, les décisions sont évidemment politiques et nous les appliquons. Et évidemment, nous avons besoin de visibilité pour préparer, et notamment compte tenu, je vais y revenir, des constantes de temps de l'industrie. Mais je pense que ce sujet de visibilité et d'anticipation est valable pour l'ensemble du système énergétique. Vous avez évoqué les questions de véhicules, de factures. Un véhicule, l'âge moyen du parc est près de 10 ans, donc un véhicule dure 20 ans. Si j'achète un véhicule aujourd'hui et que dans 5 ans ou 10 ans, je n'ai plus le droit de circuler avec, j'ai un petit problème, j'ai besoin de visibilité. C'est la même chose lorsque je choisis un chauffage. On est sur des questions énergétiques, que l'on regarde l'offre, qu'on regarde les utilisations par les consommateurs, qui sont industriels particuliers, on est sur des constantes de temps très élevées. Et c'est bien une complexité de l'exercice, la complexité de votre rôle politique, qui est d'articuler à la fois des incertitudes. Jean-Baptiste Journet a dit maintenir les options ouvertes, oui, et laisser les technologies entrer en concurrence et que la meilleure gagne, et en même temps ce besoin d'anticiper, de créer cette visibilité et d'engager des choix sur lesquels qu'on ne remette pas en cause dans 10 ans, alors que les actifs sont encore jeunes et ont toute leur valeur. Donc oui, nous avons tous besoin de visibilité, et sans pour autant fermer l'avenir et sans décider aujourd'hui de ce que sera 2050, ça n'aurait aucun sens. Sur Fessenheim, simplement, la fermeture nous a été très clairement demandée, donc nous préparons la fermeture de Fessenheim. Après, il y a un moment où, de toute façon, on va pas passer, on a une échéance notamment de visite décennale qui approche, donc il y a un moment où on va pas engager, on n'avait pas engagé des travaux lourds sur Fessenheim alors que la fermeture a été annoncée, donc il y a un moment où la fermeture vient. Sur les questions d'indemnisation, il n'y a pas lieu de comparer directement une centrale charbon et une centrale nucléaire. Ce qui est les principes d'indemnisation qui ont été discutés renvoient à la valeur de l'actif, valeur sur le marché, valeur économique, et la valeur d'une centrale nucléaire est sensiblement supérieure à celle d'un actif charbon. Donc il ne faut pas comparer million pour million ou mégawatt pour mégawatt, on ne peut pas raisonner comme cela. Sur la question des réseaux, alors il ne me revient pas de me substituer à Enedis ou à RTE, simplement un ou deux commentaires. Oui, la question de la tarification des réseaux est un vrai sujet, je pense qu'il devrait être ouvert parce que les utilisations des réseaux sont très différentes, deviennent très différentes de ce qu'elles étaient par le passé et beaucoup plus ouvertes, plus hétérogènes. Donc il faut des structures tarifaires plus fines, plus adaptées à ce nouveau paysage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect rejoint celui la question des coûts qui a été évoquée, coûts des filières. Lorsque vous regardez un système électrique, quand vous allez développer un mégawattheure ou un mégawatt à la marge d'un système, vous pouvez comparer le coût d'une filière d'une autre, du nucléaire, du solaire, de l'éolien, ainsi de suite, même si les services rendus ne sont pas exactement les mêmes. Lorsque vous imaginez un système à 20 ans, 30 ans, dont l'essentiel des actifs aura reconstruit, vous ne pouvez plus raisonner comme cela. Il faut raisonner sur le coût global du système qui va dépendre des bons dosages des ingrédients. Pour le dire autrement, si j'installe 100 gigawatts de panneaux photovoltaïques, alors que ma pointe aujourd'hui en mois de mai doit être à 55 gigawatts, je vais être obligé d'ajouter du stockage. Donc à un moment où mes coûts vont remonter.
Ils ne vont pas baisser continuellement. De même que je vais peut-être épuiser les sites les plus ensoleillés, les plus intéressants. Donc vous ne pouvez pas raisonner directement sur le coût d'une filière lorsque vous refaites une perspective long terme d'un système électrique et lorsque vous renouvelez les actifs. Et dans cette vision long terme, les réseaux ont un poids essentiel. Aujourd'hui, dans votre facture de particulier, les réseaux coûtent à peu près la même chose que la production. C'est quasiment moitié-moitié. Donc le coût des réseaux est essentiel et il dépend des ingrédients et des utilisations que vous avez d'électricité. Donc oui, c'est un point clé de l'évolution du système. Aujourd'hui, dans les prix élevés et qui continuent à flamber en Allemagne, prix de l'électricité, la partie réseau est une composante importante qui tire les prix allemands vers le haut. Sur l'aspect industriel, alors, fondamentalement, nous sommes des industriels, enfin nous nous sentons industriels, et enracinés dans le pays, et au sens large, y compris dans nos approches de service. Lorsqu'on se bat pour essayer pour maintenir nos centres d'appel en France, on est sur ce type de raisonnement. Industriel aujourd'hui, c'est au sens large, c'est-à-dire qu'il y a énormément, ça aussi ça a été évoqué, d'innovation, de travail avec les startups, de préparation de ce monde qui est plus digital, avec des services qui galopent. La partie industrielle, elle est exigeante, on y va, on est à la bagarre. Sur le photovoltaïque, c'est une des plus compliquées. L'Allemagne a dû perdre 50-60 000 emplois sur le photovoltaïque depuis 2010-2011 à peu près. Elle a été laminée par la concurrence asiatique, malgré sa puissance technologique et financière. Donc ça montre bien la difficulté du sujet. Donc on est à la bagarre, on regarde aujourd'hui les types de positionnement qu'on peut prendre et pour développer de l'industrialisation made in France avec un appui qui est essentiel, qui reste nos équipes de R&D, qui sont absolument fondamentales. On donnera la parole dans la vague suivante. Hein. Et sur l'hydro, juste, oui, l'hydro a des talents et une offre de service qui est juste extraordinaire. L'hydroélectricité. Je vais profiter de ce que vous avez la parole, Monsieur Busseiras, pour vous poser une courte question. Vous avez dit que EDF allait de plus en plus vers le renouvelable, mais est-ce que EDF aura les moyens d'investir et dans le renouvelable et dans le renouvellement de votre parc nucléaire? Donc vous allez répondre brièvement à la question de Mme Mamur et également à la mienne. La vôtre. Parce que vous avez pris les 20 secondes et même beaucoup plus et vous n'avez pas répondu à ma question. Sur le MOX, oui, là aussi il faut anticiper. Donc nous regardons à partir du moment où vont s'amorcer des fermetures de tranches 900 MW, nous sommes en train de regarder notre capacité à développer le MOX sur des tranches 1300 MW qui ont une perspective d'exploitation qui est beaucoup plus longue. Et oui, il faut très très sérieusement anticiper le sujet, nous sommes dessus. Donc il faut anticiper, ça veut dire que ce n'est pas encore fait. Non, les travaux sont effectivement en cours. Donc il y a un stock quand même. Hein. Enfin, je ne veux pas être trop long sur le débat du MOX, mais il y a un vrai sujet quand même. Sur la question renouvelable et capacité d'investissement, nos investissements sur le nucléaire existant, aujourd'hui, sont à peu près de 4 milliards d'euros par an, un peu moins, pour à peu près 400 TWh de production annuelle, donc un petit 10 euros par mégawattheure. Donc le 4 milliards peut paraître gros, ramener au mégawattheure, c'est un coût qui est plus que raisonnable, et donc c'est une compétitivité qui est imbattable aujourd'hui pour produire de l'électricité décarbonée. Il n'y a pas mieux, en grande quantité, il n'y a pas mieux, c'est vraiment extraordinaire. Donc si nous ne faisions pas ça, il faudrait que nous ou d'autres aillent sur des solutions sensiblement plus coûteuses en substitution. Il ne faut pas se tromper. Et quelque part, cet investissement de grand carénage est vite rentabilisé par les ventes de la poursuite de l'exploitation des centrales, de l'ensemble des centrales. Après, la question des moyens à investir à la fois sur l'ensemble de ces champs de transition, y compris du côté des usages et des utilisations, pas uniquement du côté de la production, est pour nous une vraie question. Nous sommes sur une équation financière qui est tendue. On a déjà, mais c'est pas le sujet du débat aujourd'hui, mais on a déjà exprimé
nos visions et nos regrets au regard d'une régulation qui nous paraît pénalisante et ne pas rémunérer les actifs décarbonés que nous exploitons à hauteur normale et qui nous donnerait un peu plus de ressources pour effectivement aller plus vite, plus fort dans cette transition. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Séjourné. Je ne veux pas relancer le débat, mais je n'ai pas vraiment eu ma réponse sur le stock de MOX. Et ce sera noté au procès-verbal. Monsieur Séjourné. Merci. Je souhaiterais réagir sur 3 sujets. D'abord sur les ENR que je qualifierais de prometteuses. Alors je ne développerai pas l'hydroélectricité, mais effectivement je partage tout ce qui a été dit précédemment et Engie considère que c'est une ENR++, avec tous les avantages qu'elle a en plus des autres ENR. Mais je voudrais revenir sur l'éolien flottant et sur la méthanisation, donc sur le biométhane. L'éolien flottant, je crois qu'effectivement, il y a un enjeu particulier parce qu'il y a, nous sommes au moment où le train est en train de passer, le train de l'accélération, et nous avons en France le potentiel pour implanter ces fermes, et l'export, les prévisions à l'export sont considérables, et donc il est important qu'au-delà des fermes pilotes, il y ait une décision qui soit inscrite dans le cadre de la PPE, de permettre l'accélération de cette filière sur la période 2018-2023 par le lancement d'un appel d'offres commercial. Avec, bien sûr, il est facile de prévoir un prix plafond ou des conditions qui permettent de garantir que ça restera dans une enveloppe budgétaire prédéterminée. Donc ça, c'est le premier point en disant il y a un momentum, il ne faut pas louper cette opportunité. Sur la filière biométhane, bien sûr, les discussions existent et sont importantes avec les agriculteurs, avec leurs représentants. Et nous sommes dans une énergie renouvelable où, comme l'a indiqué le président du CER, on veut partir d'une situation à 1 TWh aujourd'hui pour multiplier par 8 en 2023 les volumes qui seront injectés dans les réseaux. Et nous pensons que cette ambition est tout à fait accessible et va permettre d'avoir de nombreux effets positifs, à la fois en termes d'emplois locaux décentralisés, puisque nous considérons que 5 emplois directs par unité pourront être mobilisés, que cette activité génère des revenus supplémentaires pour les agriculteurs en moyenne de 15 000 €. Et en substituant du gaz importé par du gaz vert produit en France, on améliore l'impact sur la balance commerciale. Et avec la trajectoire que nous voyons, si on se place en année 2030, l'impact sur la balance commerciale sera d'économiser 2 milliards d'euros. Alors, il y a d'autres effets positifs en matière d'environnement. Ça réduit significativement la pollution par l'usage du gaz vert. Ça valorise les déchets agricoles et autres. Ça permet de réduire le recours aux engrais chimiques. Et ça valorise, en termes de sécurité d'approvisionnement, ça permet d'améliorer la résilience du système énergétique et d'assurer une décarbonation à moindre coût, les infrastructures gazières existant déjà. Donc, premier point sur les ENR prometteuses. Le deuxième sujet qui n'a pas été réévoqué, c'est sur les certificats d'économie d'énergie. Je voudrais réinsister sur ce sujet qui est de pleine actualité, puisque c'est un levier quand même qui est important. Ça représente 9 milliards d'euros sur les 3 ans à venir de la 4e période. Donc c'est un levier tout à fait significatif dont les obligations ont été augmentées fortement, quasiment doublées. Et donc il y a à revoir, nous pensons qu'il faut réexaminer ce dispositif qui est confronté à une crise de croissance de par le doublement, et aussi il y a eu une crise de confiance de par certaines difficultés rencontrées. Et là, ce levier peut permettre d'accompagner la transition énergétique, l'efficacité énergétique. Ça peut l'accompagner, je prendrai 2 exemples, à la fois dans une région comme les Hauts-de-France, où il est important, il y a un changement de type de gaz qui va être réalisé dans les années à venir. Donc il va falloir remplacer toutes les chaudières qui sont adaptées au gaz dit B, qui va être remplacé par du gaz H. Et donc il est important que ce dispositif permette systématiquement que ces chaudières soient remplacées en raisonnant sur le reste à charge des personnes, de manière à ce que tout dispositif de soutien confondu, finalement, on arrive à des choses qui soient accessibles à tout un chacun. Ça peut aussi permettre, sur des publics de précarité, de faire en sorte de s'adresser aux précaires et aux plus précaires,
de manière à, quand on remplace une chaudière qui a 15 ans par une chaudière nouvelle, on économise 30% d'énergie. Donc il y a des effets qui sont importants et donc il y a un levier, c'est une opportunité en le revoyant de s'adapter à la nouvelle ambition en matière d'efficacité énergétique. Et peut-être, si vous m'en laissez, on a peu parlé d'Europe, je voulais dire un mot d'Europe. L'Europe est en train d'effectuer un exercice un peu analogue à la SNBC, Stratégie nationale bas carbone, qui va être présenté d'ici la fin de l'année. Donc c'est important que nous sommes dans un système interconnecté, énergétique interconnecté. Nous avons à raisonner de notre point de vue dans la dimension nationale avec la prise en compte de la dimension européenne. Ce que nous pouvons en connaître aujourd'hui à travers les travaux non officiels, c'est que l'Europe est en train d'adopter une approche pragmatique, est en train de faire plusieurs scénarios, je crois 7, pour bien cerner le champ des possibles, pour bien intégrer la diversité des solutions énergétiques. Et donc, en plaçant effectivement la compétitivité des entreprises et le coût pour les consommateurs au centre, et en regardant dans une approche systémique les possibilités de coupler les systèmes énergétiques de l'électricité et du gaz, ou encore de voir entre l'agriculture, le transport, le chauffage, les différents usages, de manière à avoir une vision de synthèse. Donc je pense que ce sera un élément qui intervient un peu tard dans le processus, mais l'intégration des deux réflexions sera un élément important à examiner. Bien, merci beaucoup. Il reste M. Archimbaud qui n'a pas encore pris la parole pour répondre à cette première série de questions. Et ensuite, je vais être assez rapide, mais je vais peut-être briser un peu le politiquement correct. En tout cas, ce qui ressort du débat public, moi je voudrais quand même le souligner, c'est un certain nombre d'inquiétudes. Il y a un certain nombre d'inquiétudes sur les injustices sociales qui ont été mentionnées à un moment ou à un autre dans cette Assemblée, sur la capacité des classes populaires ou des catégories même des classes moyennes à accéder aux aides diverses et variées, sur le poids de la fiscalité à venir, sur le paquet fiscal, d'ailleurs au-delà même de la fiscalité écologique, sur la question de l'accès aux économies d'énergie. Donc cette inquiétude, elle est absolument majeure. Nous l'avons rencontrée partout et qui ne se souciera pas de ces soucis-là aura des problèmes quant à l'application de sa propre politique. Premier élément. À propos de l'emploi, deuxième élément, je voudrais dire, c'est que les chiffres qui sont annoncés, qui ne sont pas suspects de partialité, sont l'objet d'un très grand scepticisme de la part de nos concitoyens. Pour toutes les raisons qui ont été évoquées, destruction d'emplois, modernité, efficacité, bref. Il y a un très grand scepticisme. Il faut convaincre et pas seulement affirmer des chiffres dans la prospective. Troisième élément, il y a une inquiétude sur le service public. Moi, je fais écho à ce qui a été indiqué ici. Et ça touche à la fois l'autoconsommation, l'égoïsme, l'individualisme, mais ça touche également à la répartition entre le service public national et le fameux service public local qui est incontestablement une des tendances vers lesquelles on va, et ce n'est pas dans cette Assemblée que je soulignerai l'importance de la décentralisation. Donc ces inquiétudes-là sont très importantes. Si on n'intègre pas la politique énergétique à un ensemble d'autres politiques, si on n'a pas la cohérence dont il était question tout à l'heure, on va, je ne sais pas si on veut dire droit dans le mur, mais en tout cas, on va avoir des difficultés. Sur les filières, nous avons fait un certain nombre de réunions à propos de l'hydroélectricité. Les régions sont extrêmement demandeuses. Évidemment, vu du haut des chiffres, on va dire le gisement peut être pas si important que ça, donc ces quantités négligeables. Du point de vue des régions, moi j'ai fait en effet une réunion dans la vallée de l'Arve, c'est très important. La capacité à mobiliser de la ressource locale, à mettre en place des ingénieries qui sont autant de contributions à l'intelligence des territoires est quelque chose d'important. Et il en va de même pour le biogaz. Les agriculteurs, les paysans, c'est pas un gros mot, nous le disent. Si c'est pour travailler pour le roi de Prusse, si c'est une fois de plus pour faire en sorte que d'autres, oui, alors en plus ils ont un peu l'expérience. Donc on a entendu ce message-là. On peut penser que ce message-là est bon, on peut penser qu'il est mauvais, le fait est qu'il est là et que l'expérience de nos concitoyens joue dans le sens d'une certaine inquiétude. Sur les territoires, il faut noter aussi, parce que si on ne le dit pas dans cette Assemblée, je ne sais pas qui va le dire, en tout cas c'est le débat public qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. L'articulation aujourd'hui entre la politique d'État et les politiques des territoires n'est pas satisfaisante. L'articulation entre la PPE, la SNBC et l'élaboration des SRADET, et je ne vous parle pas des plans climat, indépendamment du fait que plus personne n'y comprend rien, il faut le dire aussi les choses, les gens n'y comprennent rien. Mais cette articulation-là pose problème. Elle pose problème aujourd'hui. Les territoires ont l'impression que les
politiques leur tombent dessus, qu'on leur demande beaucoup de responsabilités. Moi, je fais l'appel des maires de toute tendance qui était lancée sur le fait d'un retour d'une façon ou d'une autre, quel que soit l'itinéraire, quel que soit sur le fait que retourne une partie de la fiscalité carbone sur les territoires qui sont quand même les moteurs importants, doit être entendu. Si tout ça n'est pas entendu, le consensus sera incontestablement brisé. Et finalement, moi, j'interviendrai, je ne sais pas si j'interviendrai à la fin, mais il faut insulter ni le passé, ni le présent, ni l'avenir. C'est ça le sujet, la difficulté de l'exercice dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire table rase, comme dirait l'autre, d'un certain nombre de choses qui se sont passées, de ce qui était accumulé, de ce qui est le patrimoine, de ce qui est l'élément d'identité. On ne peut pas faire autrement que tenir compte de l'inquiétude, de l'angoisse. Moi, je suis allé à Fessenheim, on est allé dans le cadre du débat public, comme beaucoup, on ne peut pas faire table rase de l'angoisse. On est allé à Cordemais, on est allé voir aussi au Havre comment les choses se passent, du présent des salariés qui sont en plus un élément de l'identité française et qui nous disent, on nous a mobilisés, nous, pendant les 30-40 glorieuses, et maintenant, ça serait fini. Au nom d'une espèce de mode, cette idée que la transition énergétique est une affaire de bobos qui gaspille l'argent public, confère le rapport qui était évoqué tout à l'heure, et qui est un vrai sujet politique. Moi, je ne parle pas d'économie, je parle de la politique et de l'acceptabilité. Une politique qui serait faite avec une partie de la France contre une autre, quelle que soit cette partie, aurait de grandes chances de se retrouver compromis par les faits d'ici quelques années. Très bien. Vous voyez que le politiquement correct est largement apprécié dans cette enceinte. Hein. Bien, donc on va poursuivre les questions en entamant la deuxième série. Voilà, merci de nous avoir ramenés à la réalité du terrain. Donc nous allons poursuivre avec Pierre Louot qui a demandé la parole pour 2 minutes. Eh bien, nous allons rester assez proche du terrain. Effectivement, un certain nombre de points qui ont été abordés m'interpellent. On me dit que le coût de l'électricité, le prix de revient est en baisse, alors que le prix des factures explose et que la Cour des comptes nous dit 120 milliards investis dans les énergies renouvelables sans beaucoup de résultats. C'est une de mes questions et qui m'interpelle vraiment, le prix de l'électricité, alors que cette électricité devient l'usage normalisé de toutes les énergies demain. Donc il faut véritablement, je crois en même temps, contrôler ce prix de revient. Et ce qui m'interpelle également à travers le problème de l'éolien, pourquoi la production d'énergie éolienne est plus chère en France que dans un certain nombre de pays, et notamment l'Angleterre. Et ça aborde le problème du bon usage des fonds publics. Est-ce qu'on doit continuer à faire de l'éolien où il n'y a pas de vent? Est-ce qu'il ne faut pas concentrer l'usage de l'éolien? Un dernier point que je veux aborder, mais très rapidement, concernant la biomasse et notamment l'énergie, le bois combustible. Il faut préserver la qualité des sols, c'est un véritable enjeu. On veut de plus en plus une agriculture biologique. Si on élimine toute la biomasse des sols, il n'y a plus de fertilité des sols. Et je pense qu'aujourd'hui, le bois serait mieux utilisé dans l'isolation des bâtiments que de le brûler. Lorsqu'on brûle le carbone, c'est terminé, on n'en a plus. Et je crois qu'il faut avoir des orientations pragmatique dans ces énergies renouvelables. Ça ne doit pas être seulement une bobo. Et les milieux environnementaux doivent aussi faire des choix. Merci beaucoup, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, merci aux intervenants. Donc moi, je déplore également que la programmation pluriannuelle se fasse par décret. Il fallait vraiment un débat parlementaire parce que nous devons être à la hauteur des enjeux de la transition énergétique et des crises climat qui se manifestent de plus en plus. Il faudrait avoir compris que les phénomènes vont être plus extrêmes et plus violents. Et c'est pour cela que, par rapport à ce qui a été dit sur l'autoconsommation, je voulais y revenir, parce que peut-être qu'on aura besoin, malgré tout, de donner à nos concitoyens la possibilité d'être dans l'autoconsommation pour pouvoir, lorsqu'il y a des routes coupées ou des phénomènes climatiques qui isolent les gens, qu'ils puissent se charger en électricité et d'être à même de charger un téléphone, de pouvoir appeler, etc. Donc je pense que si on veut être responsable par rapport à ce qui nous attend dans l'avenir, on doit permettre ça et peut-être voir, et c'est ce que la programmation pluriannuelle devrait prévoir, l'articulation, la partition
qu'on va faire de l'autoconsommation et bien sûr des réseaux qui doivent rester. Après, s'agissant de ce qui a été dit tout à l'heure au sujet des prix des carburants, donc pour moi, l'écologie punitive n'a pas lieu d'être si on ne peut pas donner à nos concitoyens la possibilité d'avoir des choix. Or, ils n'en ont pas. Et si les industriels n'ont pas de visibilité, comment voulez-vous que les citoyens aient la visibilité sur que choisir? Là, pour l'instant, pour nos concitoyens, c'est les moteurs thermiques. Ils n'ont pas d'autre choix que cela. Et ils subissent de plein fouet les augmentations de carburant. En moyenne, pour une petite voiture, on est passé de 45 € à plus de 70 € faire le plein. Donc c'est grave pour nos concitoyens qui ont peu de moyens. Donc voilà, quels sont les véritables choix qu'ont nos concitoyens? À vrai dire, on ne sait pas trop. Donc je voulais aussi revenir sur 2 ou 3 petites choses qui ont été évoquées. Bon, pour le nucléaire, pour moi, il ne peut pas se détacher de toutes les problématiques du nucléaire, c'est-à-dire les risques, les déchets. Et donc c'est un problème plus vaste encore. Je voulais revenir aussi sur l'hydroélectricité. Et effectivement, parce que ça a été signalé, l'hydroélectricité nous permettra de faire du stockage. Très important. Et peut-être qu'il va falloir faire comprendre un petit peu ça à tout le monde, que si on veut arrêter certaines choses, il va falloir permettre qu'on ait d'autres installations d'hydroélectricité plus importantes que ce qu'on a maintenant pour pouvoir faire du stockage. Parce qu'avec le développement des énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, qui produisent à des moments où on n'a pas besoin de cette énergie, il va falloir le stocker. Et c'est un moyen assez propre en fait de le faire. Après, on parle beaucoup de biogaz. Bon, en tant que chimiste, je veux dire, le biogaz, qu'il soit bio ou pas, c'est du gaz. Et si on le brûle, on a une production de dioxyde de carbone. Donc, la stratégie bas carbone, elle n'y est pas. Voilà, pour moi. C'est-à-dire que le gaz reste, quand on le brûle, tout simplement la même chose que du gaz naturel, en quelque sorte. Voilà. La question du suivi de la PPE, qui a été l'objet d'un certain nombre d'interventions, je crois qu'en effet, il est très important que se mettent en place des dispositifs plus légers que ceux qui existent aujourd'hui, qui sont quand même lourds. Pour suivre ça sur au moins 3-4 points: les coûts, l'emploi, la recherche, ça a été évoqué tout à l'heure, et aussi la cohérence des programmations, parce qu'il est assez clair qu'il est difficile de programmer sur la biomasse, sans programmer sur de la forêt, etc. etc. C'est que là, on fait des plans et rente-en-plan, je crois que c'était pas toujours très cohérent. Il est anormal, les citoyens ont fait observer que les indicateurs ne soient pas, sinon consensuels, du moins un peu partagés. On a un débat dans lequel sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, sur l'intégration des coûts de réseau dans les coûts globaux, sur les effets de système. On a des chiffres qui vont du simple au double, au triple, au quadruple. Comment voulez-vous que les gens, y compris les décideurs, se fassent une opinion à partir d'une telle... Bon. On a beaucoup progressé dans un certain nombre de domaines, par exemple le domaine des déchets. On arrive à avoir sur les flux, sur les coûts, sur les impacts environnementaux, des chiffres qui se font... des fourchettes en tout cas qui sont. Il est important que le suivi de la PPE nous amène un dispositif dont je ne saurais pas décrire, enfin on ne va pas inventer encore un dispositif supplémentaire, mais d'évaluation et de suivi de tous ces éléments-là. D'une façon plus générale, sur la question de la sagesse, je crois qu'en effet, le débat public a montré que nos concitoyens faisaient preuve de beaucoup de sagesse sur ces questions et qu'ils en appelaient à ce qu'on appellera compromis énergétique. Pas mettre tout ça dans le même panier, enfin bon, en tout cas quelque chose qui fasse qu'on tienne compte évidemment de la rationalité économique, comment faire autrement que de le faire, qu'on tienne compte de la rationalité sociale, des impacts sociaux, des impacts environnementaux et dans leurs effets globaux, mais également des effets démocratiques. Deuxième citation du même général de Gaulle, à propos, cette fois-ci pas plan et rente-en-plan, mais du pays qu'on gouverne avec difficulté avec 300 et quelques sortes de fromages. On ne fera pas la transition énergétique avec la moitié du pays contre l'autre. Et on insultera, quand je disais tout à l'heure, on n'insultera pas le passé. On a un service public, on a une tradition, on a des éléments d'identité, on a des fractions de la population qu'on a mobilisées sur des productions énergétiques. On ne fera pas table rase de cet ensemble-là. Ça n'est pas possible. Sur le présent, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on est incapable de voir les drames humains et les incertitudes, les inquiétudes que j'évoquais, j'y reviens pas, on n'arrivera pas à construire de politique. Et enfin, il ne faut pas insulter l'avenir non plus. C'est-à-dire que certes, le service public va fonctionner, continue à fonctionner.
Mais enfin, ça ne fonctionnera pas comme avant. C'est-à-dire que si on ne produit pas les adaptations, si on n'est pas capable de s'ouvrir aux innovations, aux incertitudes, car il faut décider en situation d'incertitude. Autrement dit, si on n'est pas capable de laisser ouvert un certain nombre de solutions et de faire en sorte qu'on arrive à un compromis acceptable. Un compromis acceptable, ça veut dire que les anti-nucléaires ne seront pas contents. Les pro-nucléaires intégraux sur la totalité ne seront pas complètement satisfaits. Je ne fais pas l'apologie dans cette Assemblée pour faire sourire du en même temps, mais quand même, là, il est extrêmement important qu'on soit capable de comprendre qu'il vaut mieux avoir une politique énergétique qui n'obéisse pas à l'ensemble des critères de rationalité, des critères environnementaux, mais qui fasse un minimum de compromis et satisfaction, plutôt que d'avoir des politiques qui dévisent, qui déchirent, et dans lesquelles on remet en cause, parce que ça aussi, les stop and go, les gens ne comprennent plus. On fait, on défait, on refait, on va ici, on va dans un autre sens, on revient. Ça n'est pas possible. Il faut un minimum de stabilité, il faut un minimum de consensus. C'est en tout cas l'enseignement du débat public. Et si j'avais une recommandation, une seule à faire au gouvernement à la suite du débat public, c'est le fait qu'on ne s'enferme pas sur un seul scénario. Il a été question tout à l'heure des scénarios à l'échelle internationale. Il est extrêmement important que la PPE ne fonctionne pas sur une seule hypothèse, mais qu'elle laisse ouverte un certain nombre de ces hypothèses et qu'on puisse piloter, je renvoie finement un pilotage fin en articulation des territoires avec l'État, qu'on puisse piloter un peu finement les évolutions dans les années qui viennent. Bien, on va évidemment conclure sous les applaudissements, remercier nos intervenants pour tous les éléments qu'ils ont apportés aux très nombreuses questions de nos collègues. Sans faire une conclusion, moi je dirais qu'ici on est un peu dans un débat de spécialistes. Il faut penser à nos concitoyens et à l'acceptabilité justement par nos concitoyens des choix de politique énergétique et de transition énergétique. Ça me paraît particulièrement important. En tout cas, merci à tous et à tous. Merci beaucoup. Je demande aux membres de la Commission aménagement du territoire et développement durable de rester 3 minutes parce que j'ai encore 2 petites nominations à vous faire valider ou à vous proposer. J'aimerais bien sûr à mon tour remercier les intervenants. Je crois qu'on a eu une matinée très, très riche. Beaucoup de choses ont été dites, mais beaucoup de choses encore restent à dire. On n'a pas eu des informations sur tous les sujets et notamment sur les questions de financement. Je vous invite donc à assister à la table ronde que la Commission va organiser le 7 novembre et qui sera spécifiquement sur le financement de la transition énergétique, le jour même d'ailleurs où Jean-François Longeot présentera son rapport pour avis sur la première partie de la loi de finances, c'est-à-dire sur la fiscalité écologique. Quoi qu'il en soit, évidemment, toutes ces difficultés ne doivent en rien nous faire dévier de l'objectif qui est celui de la transition écologique, comme le rapport du GIEC nous l'a rappelé encore récemment. Voilà pour cette table ronde autour de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Au-delà de la question de notre futur mix énergétique, vous l'avez vu, cette table ronde a été l'occasion pour de nombreux sénateurs de s'exprimer sur la hausse des taxes sur les carburants et notamment sur le diesel, une vision de l'écologie jugée punitive par de nombreux élus. Notez aussi le plaidoyer de certains parlementaires en faveur des collectivités. Hervé Moret, le président de la commission de l'aménagement du territoire, a notamment jugé qu'il n'est pas acceptable que l'État conserve la ressource taxe carbone alors qu'il n'est pas le seul à agir pour lutter contre le dérèglement climatique. Les collectivités, pour lui, doivent récupérer leur part. 15 milliards d'euros, c'est un pognon de dingue, a-t-il d'ailleurs déclaré pour enfoncer le clou. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.